Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce premier e-séminaire de biostatistique du Centre Bordeaux Population Health. On espère que ça va bien marcher techniquement. Donc actuellement, il n'y a que Mélanie et moi qui avons les micros d'ouvert. Et donc si vous avez des questions, je vous encourage à utiliser la conversation de groupe Zoom et comme ça, Mélanie vous donnera la parole. A priori, je pense qu'on va plutôt privilégier un format où Mélanie va faire sa présentation pendant 30 à 40 minutes et puis ensuite, on aura une discussion ouverte. Mais si vous avez une question brûlante, n'hésitez pas à le marquer dans le chat ou juste à le marquer au moment où vous y pensez pour qu'on y revienne à la fin. Et donc, juste pour que ce soit bien clair, moi, je suis donc co-auteur là, du travail que va présenter Mélanie. Donc, évidemment, c'est un petit conflit d'intérêts. Ayez-le en tête si vous trouvez que je fais des commentaires trop amélioratifs vis-à-vis de ce travail. Voilà. Du coup, Mélanie, je te laisse commencer. Et, voilà. Ok, ça marche. Et comme l'a dit Boris, si vraiment il y a des questions qui permettraient de mieux comprendre, n'hésitez pas quand même à les mettre dans le chat pour que Boris puisse nous dire de vous donner la parole. Donc, je vais vous présenter ce travail qui est un travail donc, sur la modélisation de l'épidémie de Covid-19 en France, donc très à la mode en ce moment. Donc, c'est un travail qu'on a initié donc, avec Boris, mais où bien entendu Rodolphe est associé et Linda et Quentin qui sont dans l'équipe système. Et on a aussi Dan Dutart, qui est un ingénieur qui nous a été prêté par INRIA, qui est un ingénieur transfert, qui nous permet de mettre en place un package qu'on pourra par la suite diffuser pour que les gens puissent utiliser nos méthodes et nos données, puisque c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément fait par tout le monde en ce moment et qui permet pas forcément une diffusion scientifique exceptionnelle. Donc, on essaie de faire un peu mieux que ça. Alors, l'idée de cette présentation, c'est pourquoi on a fait ce travail et puis les résultats de ce début de travail en tout cas. Donc, on était comme tout le monde, on regardait sur John Hopkins la carte du monde se colorer, les données de la France augmenter et on s'est dit, avec la modélisation mécaniste, quand même, on peut prendre ces données et essayer de voir ce qu'on peut en faire avec un modèle épidémique de type SIR étendu. Et donc, je vais vous présenter ce modèle, les méthodes d'inférence qu'on a utilisées et puis ensuite les résultats qu'on peut avoir sur la France et ensuite ce qu'on compte faire par la suite. Donc, pour commencer avec un tout petit peu de perspective et puis sur les données, donc pour vous parler de ça. Donc, la maladie, le virus qui est responsable du Covid-19, c'est le SARS-CoV-2. Donc, c'est un nouveau coronavirus qui est apparu, comme on le sait, peut-être un petit peu avant décembre 2020 en Chine. Donc, les coronavirus, c'est des virus qui sont connus. C'est par exemple ceux qui donnent les rhumes. Et puis, il y a eu le SARS, le MERS. Donc, ça, on ne vous le répète pas forcément. Mais nous, on va plutôt s'intéresser à deux aspects. Un aspect qui est à quel point ce virus va se répandre dans la population. Donc, c'est ce qui est ici sur cette carte issue du New York Times en abscisse. Et puis, un aspect qui est à quel point il est mortel. Donc ici, on voit un peu la répartition par rapport à d'autres maladies qui sont soit en cours, soit éteintes. Et puis, on voit que finalement, dans ce carré rouge, se situerait le coronavirus avec donc finalement une infectivité entre 2 et 4, quelque chose comme ça, et puis un taux de mortalité en dessous de 3% probablement. Donc à l'heure actuelle, finalement, à part la modélisation, il n'y a pas grand-chose. Il y a des tests d'antiviraux qui sont en cours, mais les données ne sont pas encore disponibles. Les vaccins, il n'y en a pas encore. Alors même si les compétences à la base dans l'équipe système, c'est plutôt de la modélisation within us, donc qu'est-ce qui se passe en immunologie, en virologie dans un hôte, on s'est dit qu'on pouvait quand même faire des modèles un petit peu between us pour voir ce qui se passait. Et donc, du coup, en fait, l'idée, elle était assez naturelle, c'est de se dire, en fait, quand on regarde des trajectoires, donc à la base, on a eu l'idée sur les pays, puis ensuite, on s'est dit qu'on allait travailler à l'échelle de la France. Quand on regarde toutes les trajectoires de tous les pays, on voit bien qu'il y a quand même une dynamique commune, avec parfois certains pays comme les pays asiatiques qui sont un peu outliers, mais qui c'est probablement dû au fait que les interventions qui sont implémentées sont un petit peu plus différentes. Et on voit bien que on a une épidémie qui est grandissante. Donc hier, les chiffres, c'était plus de 3 millions de contaminés, dont presque 200 000 en France, un peu plus de 150 000.
et plus de 200 000 morts, dont 24 000 en France. Donc, on voit bien que c'est un problème de santé publique auquel les États dans le monde entier, comme on sait, nous les premiers avec notre confinement, répondent par de la distanciation sociale, l'interdiction de voyager et puis une isolation avec un confinement comme on a en France. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on voit bien qu'il y a une dynamique commune à tous ces pays. Et puis à côté de ça, chaque pays a une petite variabilité de cette dynamique. Donc en plus des modèles SIR, qui sont des modèles qu'on peut manipuler parce qu'on connaît ces méthodologies dans l'écosystème, mais on voit bien qu'il y a une variabilité qu'on pourrait dire comme une variabilité interindividuelle qu'on pourra aussi modéliser. Donc, fort de ces constats et de d'autres constats comme un tweet de Nigel Goldenberg qui dit que finalement, lorsque l'épidémie est là, au final, comme on n'en sait pas encore énormément sur ce qu'on observe de cette épidémie, et comme on ne peut pas tester tous les individus pour savoir qui a été infecté, la seule manière de voir vraiment l'épidémie, c'est d'utiliser les mathématiques. Donc, on s'est dit, quelle bonne idée, et on est parti sur ça. Donc, l'idée, c'est d'analyser les données françaises avec des modèles probabilistes. Et les questions auxquelles on veut répondre, c'est des questions assez larges que pose tout le monde et dont le doc papier s'intéresse aux mêmes questions. Donc, quand l'épidémie va-t-elle finir? Combien il y aura de morts? Qu'est-ce qui se passe si on intervient? Donc, par exemple, avec le confinement, qu'est-ce qui se passe si on n'intervient pas? Qu'est-ce qu'on a besoin, de quoi a-t-on besoin, donc sur quels paramètres on peut influer de manière pérenne pour pouvoir stopper l'épidémie. Et puis, dans notre cas, lorsqu'il y a un confinement, qu'est-ce qui se passe si on l'enlève et selon le moment et le timing auquel on l'enlève. Donc, au niveau des données qui étaient disponibles pour la France, puisque, comme je vous ai dit, on ne va pas prendre les données au niveau international de chaque pays. Donc, on avait des données qui étaient publiques sur le Covid-19. Donc, à l'heure actuelle, tous les travaux qu'on présente sont uniquement sur les données publiques. Le problème, c'est que les données publiques, elles viennent de plusieurs sources. Elles ne sont pas toutes au même format. Donc, il y a eu un gros travail de data management qui a été fait en grande partie par Boris. Elles sont à plusieurs échelles géographiques, donc certains sont donnés au niveau départemental, donc il faut les agréger au niveau régional et ainsi de suite, donc c'est un travail supplémentaire. Et ensuite, elles peuvent avoir des interprétations multiples, donc ça on verra, c'est un peu le modèle d'observation, qu'est-ce qui lit ce qu'on observe avec le modèle mathématique qu'on va utiliser. Et donc, les 4 bases de données qu'on utilise, donc c'est la base Open Covid-19. Donc là, Boris, si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Hein. La base Open Covid-19, c'est les données en fait qu'on voit remonter par Santé publique France et qui sont remontées par les ARS donc, en région et qui donnent essentiellement le nombre de cas incidents journaliers. On s'est servi de la base Sentinelle, qui est en fait une base qui va traquer le virus du Covid chez les généralistes. Donc, à chaque fois que certains généralistes en France voient des patients qu'ils soupçonnent infectés par le Covid-19, ils vont reporter ces gens. Donc, ça permet d'avoir une idée de la taille de l'épidémie sous-jacente sans pour autant tester ces individus. On s'est servi des données de l'INED pour avoir la taille des populations dans les différentes régions françaises. Et ensuite, on s'est servi de Sursaut, donc qui est une base de données qui va venir compter le nombre de patients qui sont admis en hospitalisation pour suspicion de Covid-19, et ce, en passant par les urgences. Donc, du coup, c'est quand même une sous-population. Et donc, là où je parlais du fait que les données, elles sont quand même d'une source multiple et puis d'une interprétation qui est parfois un petit peu complexe, et on peut parler de jungle des données, c'est que nous, on a décidé, par exemple, pour les cas hospitalisés, de prendre la base Sursaut, parce que c'était une base qui était très, très bien renseignée. Mais on voit que ça ne prend en compte que les données qui sont les patients qui sont rentrés en hospitalisation par les urgences. Et donc, du coup, comparé aux chiffres de Santé publique France qui sont diffusés sur le site, on voit bien qu'il y a un delta. Et ce delta, forcément, dans notre modèle, on ne le prend pas en compte. Alors, pourquoi on a fait ce choix-là? C'est quand même parce que nous, notre but à la base, c'était d'essayer d'estimer l'effet du confinement. Et donc, pour estimer l'effet du confinement, il faut des données avant le 17 mars, parce que sinon, ça ne sert à rien. Il faut savoir ce qui se passait avant le confinement. Et les données de Santé publique France, au moins celles publiques, elles n'étaient publiées qu'à partir du 18 mars. Donc, forcément, on a fait ce choix, même si on voit bien que ces données d'hospitalisation, par contre, elles ne représentent pas tous les cas hospitalisés qu'on peut avoir en France. Voilà. Et ensuite, on a pris donc les deux séries temporelles de données. Donc, la première série temporelle, c'est le nombre d'hospitalisations en fonction du temps
pour les différentes régions. Et la deuxième série de données, c'est le nombre de cas incidents, donc des individus testés positifs au cours du temps dans les différentes régions. Donc, on voit bien entendu qu'il y a une grande variabilité intra-région. Et puis, en fait, il a fallu faire quelque chose donc de l'alignement de données parce qu'on a un problème, c'est qu'on ne sait pas à quel moment il y a eu le premier individu dans chacune des régions qui a été infecté. Donc, et finalement, même l'individu qu'on voit parce qu'on l'a testé, ce n'est pas forcément le premier individu qui a été infecté dans chaque région, c'est le premier individu visible. C'est un peu la partie immergée de l'iceberg. Donc, du coup, pour gérer ce problème-là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de réaligner les données. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait partir l'épidémie dans chacune des régions ici, à la date à partir de laquelle on a au moins trois dates consécutives pour lesquelles il y a au moins un cas incident dans chacune des régions. Donc, du coup, pour être sûr que la date T0 qu'on va prendre pour le début de l'épidémie dans chaque région soit comparable, et c'est la première date pour laquelle l'épidémie est vraiment partie, et à partir de là, tous les jours, on aura bien un nombre non nul de nouveaux cas répertoriés. Donc ça, c'est pour les données qu'on a. Et ensuite, on s'est forcément basé sur différents travaux. Donc, il y a des idées qu'on a repris aussi sur les travaux qui sont avec des modèles basés à Jean, donc comme ce Flaxman ou Ferguson, mais ce n'est pas la voie qu'on a choisie parce que ce n'est pas les méthodologies qu'on connaît le mieux dans l'équipe. Et donc, du coup, on a choisi des méthodes à compartiment, donc des modèles de type SIR. Donc, comme ceux qui ont été proposés donc, par Salge, donc ça, c'est l'équipe de Simon Cochemez à Pasteur, par Rock, qui est à l'IRAE, il me semble, et Wang, donc on s'est particulièrement basé sur cet article-là de Wang, qui est à Harvard School of Public Health, et qui modélisait l'épidémie en Chine. Et donc, du coup, on a repris le même modèle mécaniste, et notre contribution, c'est de l'appliquer aux données françaises, bien entendu, mais aussi essayer d'utiliser une approche d'estimation en population, chose qui n'a pas été fait qui n'a pas été fait par Wang. Donc, fort de ça, s'il n'y a pas de questions brûlantes sur cette introduction. Pour l'instant, le chat est très calme. Très bien, j'espère que c'est parce que c'est très clair. Donc, s'il n'y a pas de questions brûlantes, je peux passer à la modélisation. Donc, c'est une modélisation du type mécaniste. Donc, on va avoir tout d'abord le modèle mathématique. Donc, le modèle mathématique, il va supposer qu'on a différents états d'individus. Donc, ça, c'est assez classique. On va avoir des individus susceptibles, des individus qui vont être exposés. Donc, ça veut dire qu'ils vont être infectés, mais dans une phase de latence. Ensuite, ces individus exposés, ils peuvent devenir soit infectieux, mais ne pas connaître leur statut. Ils deviennent donc A. Soit infectieux et connaître leur statut. Donc, ils ont eu, par exemple, un test PCR. Donc, ces deux groupes A et I vont pouvoir infecter les susceptibles à un certain taux. Donc, ces certains taux, ils sont alpha B pour les individus qui ne connaissent pas leur statut, et B seulement le taux de transmission pour les individus qui connaissent leur statut. Et ensuite, donc là, il y a une erreur. Voilà, déjà, ça commence. La flèche ici rouge, elle doit aller de I à S. C'est les individus infectieux qui peuvent infecter des nouveaux susceptibles. Et ensuite, donc, ces individus qui connaissent leur statut par PCR, ils peuvent soit devenir guéris, donc être sortis du modèle, soit être hospitalisés. Et à ce moment-là, une fois qu'on est hospitalisé, on passe dans le compartiment. Alors, ce n'est pas vraiment un compartiment guéri, c'est probablement une délimitation du modèle. C'est un compartiment removed. Donc, du coup, dans ce compartiment, on met à la fois les morts et les guéris. Donc, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais comme on n'avait pas nécessairement une série de données sur les cas de nouveaux morts qui étaient très fiables, ça nous a paru mieux de faire comme ça dans un premier temps, mais bien entendu, on pourrait essayer d'avoir un compartiment supplémentaire qui modélise le décès et qui ne met pas dans le même groupe les guéris et les morts. Donc, pour passer d'un état à l'autre, comme d'habitude, il y a des taux de transition. Ces taux de transition, c'est des paramètres. C'est l'ensemble des paramètres qu'on voit ici sur chacune des flèches. Donc, certains des paramètres, on va les prendre fixés à des valeurs qu'on choisit dans la littérature, qui font souvent consensus quand même dans les différents modèles SIR qu'on a pu voir sur le Covid-19. D'autres paramètres, on va les estimer. Et certains paramètres, ils ne seront pas estimés, mais ils seront fixés à des valeurs spécifiques pour la France.
Donc, les valeurs qu'on va estimer, ça va être le taux de transmission, donc à quelle vitesse les individus A et I vont venir infecter les individus susceptibles. Ça va être la durée entre le fait d'être malade et le fait d'être hospitalisé. Donc, c'est ici la flèche pour aller de I vers H. Et ensuite, on va vraiment essayer d'estimer l'effet de l'isolation. Donc, on suppose que lorsqu'on fait un lockdown, donc le confinement comme on fait en ce moment, bah ici, ça va venir un peu casser ces flèches rouges qu'on voit et ça va venir en fait diminuer la transmission. Et donc, on va essayer d'estimer cet effet-là. Donc, les autres paramètres, ils sont fixés aux valeurs de la littérature. Donc, la transmission des individus qui ne connaissent pas leur statut, alors ça peut paraître bizarre, mais elle est inférieure à celle des individus qui connaissent leur statut. Et une des raisons, donc ça vient de la littérature, une des raisons qui peut être avancée, c'est de dire que les individus qui ne connaissent pas leur statut, ils sont plus ou moins asymptomatiques. Et donc, du coup, enfin, en tout cas, ils ont peut-être moins de symptômes. Soit ils ont des symptômes, mais à ce moment-là, ils prennent les mêmes précautions que ceux qui connaissent leur statut. Soit ils n'ont pas de symptômes, et à ce moment-là, peut-être qu'ils sont moins infectieux. Donc, c'est peut-être une des raisons. Ensuite, il y a le temps de latence, donc la période d'incubation du virus qui est fixée à 5,1 jours. La période d'infectiosité, donc pendant laquelle il y a une vraie infection des personnes contaminées chez les susceptibles, qui est fixée à 2,3 jours. Et la période d'hospitalisation qui est environ de 30 jours. Donc ça, c'est pour les paramètres fixes. Et ensuite, on va avoir des paramètres qui vont dépendre des régions et qui vont être vraiment en fonction de la France. Donc, à la fois la taille de chaque région, qui va être fixée en fonction des valeurs de l'INED, et puis donc, ce qu'on appelle le taux de détection. Et donc, ce taux de détection, en fait, on voit qu'à chaque instant, les individus qui sont dans le compartiment exposé, donc en phase latente d'infection, ils vont se séparer. Il y a R% qui vont partir dans ceux qui connaissent leur statut et 1 moins R% qui vont partir dans ceux qui ne connaissent pas leur statut. Et donc ça, en fait, ce R, on peut l'estimer avec les données de Sentinelle, puisque les données de Sentinelle, j'y reviendrai un peu par la suite, mais elles permettent justement de savoir combien d'individus les médecins ont vus qui ont probablement les virus, mais qui n'ont pas pour autant bénéficié d'une PCR. Voilà. Donc ça, c'est pour les paramètres du modèle, avec 3 donc qu'on va estimer. Alors ensuite, comme je vous ai dit, on veut modéliser la variabilité. Donc ça, donc ce que je vous décris là, le modèle mécanisme que je vous écris depuis le début, bah, bien entendu, ça se transcrit en équation différentielle, et donc c'est cette équation différentielle qu'on va venir manipuler. Alors ensuite, bah, qu'est-ce qu'on observe? Donc je vous ai dit, on a 2 séries de données. On a le nombre de cas incidents journaliers et puis on a le nombre d'hospitalisations journalières. Nous, ici, on va tout le temps travailler avec une unité de temps qui est le jour. Donc, en fait, chaque jour, il rentre RE sur DE nouveaux individus dans le compartiment des individus détectés qui connaissent leur statut et qui sont infectés par le Covid-19. Et puis, le nombre d'hospitalisés, chaque jour, ça va être I sur DQ. Donc, nous, on va observer ces 2 choses. Donc, on va pouvoir poser un modèle d'observation très simple en disant qu'on a ces 2 variables qu'on observe et que finalement, bah, ces 2 choses, c'est des comptages, c'est des données de comptage. Donc, on ne peut pas vraiment faire une approximation normale, bien que comme on est sur des données plutôt grandes, peut-être que ce ne serait pas si faux de faire une approximation normale. Mais on a fait quand même le choix de partir sur une distribution de poissons où en fait, bah, on a une distribution de poissons de Y1 et Y2 qui sont des fonctions de ces compartiments. Et ensuite, bah, pour une équation différentielle, donc il faut savoir ce qu'on observe, et puis il faut aussi connaître les états initiaux pour pouvoir faire partir le solvant. Et donc ces états initiaux, alors il y en a certains qu'on peut supposer observer. Donc on peut supposer que le nombre de I, on l'observe, hein, c'est le nombre cumulé avant le début de l'épidémie. On peut supposer que le nombre de personnes sorties, donc removed, on l'observe, c'est 0 au début, parce qu'on part quand même en contexte épidémique où l'épidémie est vraiment très sous-jacente, elle n'existe pas encore vraiment. On peut observer H aussi, aux données qui sont de régions spécifiques. Et ensuite, il reste 3 autres choses à fixer. Donc A, qui finalement, on peut le retrouver parce que si on sait quelle est la proportion de I, quelle proportion ça représente, ben on peut reconstruire combien vaut probablement A en fonction du pourcentage qu'on pense avoir observé de I. Et S, qui est juste la taille totale de la population moins tout ce qui se passe dans les autres compartiments. Et le seul autre compartiment qu'on ne peut pas vraiment fixer, c'est E.
Donc, E, c'est le nombre d'individus à un temps, au temps zéro qui sont infectés, mais qui ne le savent pas encore, qui sont dans une phase de latence. Et en fait, pourquoi cette estimation elle est importante? Parce qu'en fait, on aurait eu deux moyens de gérer cette problématique. Soit il aurait fallu estimer le temps de début de l'infection dans chacune des régions. Ça aurait été une première solution. Mais ça, je ne sais pas très bien le faire, en tout cas avec ces modèles. Peut-être qu'il y aurait des idées, mais on n'a pas réussi à trouver une solution simple. Soit, en fait, on dit qu'au temps zéro, l'infection, elle avait déjà commencé et qu'il y a un certain nombre d'individus non nuls que l'on veut estimer qui sont déjà présents. Voilà. Et donc ça, c'est ce choix qu'on a fait. Donc le paramètre E au temps zéro va être estimé. Alors donc ça, c'est pour le modèle d'observation. Et sur ce modèle d'observation, on va rajouter un modèle statistique donc, qui est basé sur un modèle à effet mixte pour justement modéliser le fait qu'on a toute cette variabilité entre les régions. Et donc ce modèle, donc, pour DQ, qui est le temps entre les symptômes de la maladie et l'hospitalisation, et pour le nombre d'individus latent au temps de base, on va dire que c'est juste une valeur médiane dans la population plus un effet aléatoire qui vient modéliser la variation de chaque région. Donc, tous les effets aléatoires sont bien entendu normalement distribués et on les suppose indépendants. Et ensuite, comme nous, on veut modéliser l'effet du confinement, on a besoin de supposer que la transmission, elle va être dépendante du temps. Alors, bon, plus ça va, plus on est en train d'essayer de réfléchir à quelque chose d'un peu plus astucieux que ce que je présente là. Mais pour le moment, en fait, on a décidé de prendre une fonction qui va être une fonction en escalier. Donc, c'est quoi? Avant le lockdown, on suppose qu'il y a une transmission de base, qui est la transmission du Covid en population lorsqu'il n'y a aucune intervention. Et ensuite, à partir du 17 mars en France, il y a eu un confinement. Donc, on suppose que ça a fait baisser d'un incrément bêta 1 la valeur de la transmission vers une nouvelle valeur qui va durer pendant une semaine. Et ensuite, à partir du 25 mars, on prend une seconde, il y a un effet supplémentaire. Peut-être, on pourrait très bien estimer bêta 1 et bêta 2 égale 0. Donc, on estime ces valeurs, mais on suppose que ça va encore de nouveau changer de valeur de manière à avoir un effet du confinement après la première semaine. Voilà. Donc ça, c'est la manière dont on va modéliser les paramètres du modèle dans l'équation différentielle. Alors, pour faire l'inférence, on a utilisé l'algorithme SAEM qui fait finalement du maximum de vraisemblance et on a utilisé celui qui est implémenté dans le logiciel Monolix. Et alors, on a essayé quand même de faire les choses de manière intelligente pour pouvoir mettre à jour les données parce qu'en fait, on était dans une situation où on a commencé grosso modo à travailler sur ça à ce niveau-là, au niveau du 18 mars. Donc, le 18 mars, on s'est dit, bon, allez, on va essayer de faire quelque chose. Et en fait, plus on avançait, plus on avait des données. Sauf que on peut refaire tourner le modèle à tous les moments. Mais en fait, on s'est dit que ce qu'on pouvait faire, c'est qu'on a commencé par geler la base au 25 mars en se disant, on commence par travailler sur les premières données épidémiques, donc B0 et puis ce qui se passe une semaine après l'isolement. Et donc, sur ça, on fait vraiment un fit initial où on estime tous les paramètres. Et ensuite, à chaque fois qu'on voulait faire une extraction de la base, on faisait une nouvelle extraction de la base pour avoir plus de données après le 25 mars. Et là, on ne faisait qu'une mise à jour des paramètres. Donc, on supposait que la plupart des paramètres étaient fixés, à part bêta 2, qu'on cherchait à réévaluer et réestimer sur les données. Donc, c'est peut-être pas l'idée, c'est l'idée qu'on a eue à ce moment-là pour pouvoir vraiment penser update. Qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure? Est-ce qu'on peut avoir un modèle qui est dynamique au fur et à mesure qu'on accumule les données pour qu'il se déplace qu'il estime un peu mieux l'effet de l'isolement. Donc, ça explique pourquoi on a pensé à faire l'inférence comme ça. Donc, je pense que j'en ai fini pour la partie modèle et inférence. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici où c'était vraiment pas clair? Non? Pour l'instant, on n'a pas eu de commentaires, toujours sur le chat. Bon, alors je continue. Donc, du coup, les résultats. Alors, un vrai disclaimer, parce que je pense que c'est un peu oublié par les journalistes en particulier et puis par d'autres personnes qui regardent les résultats, c'est que vraiment tous les résultats qu'on présente, ils sont conditionnels aux hypothèses du modèle, donc notamment sa structure, et les différentes hypothèses qu'on peut faire, que j'essaierai de bien souligner sur chaque résultat. Ils sont aussi conditionnels aux valeurs des paramètres qu'on a fixés, puisqu'on en fixe un certain nombre. Et ils sont aussi
conditionnel au pourcentage d'individus asymptomatiques qu'on suppose et qu'on dérive du R, donc qu'on a du réseau Sentinelle. Donc, pour cette dernière hypothèse, je vais m'en débarrasser tout de suite, donc je vais vous parler de ce point-là. Mais c'est une hypothèse qu'on fait et ce pourcentage d'individus asymptomatiques, il n'est pas forcément fixé à la même valeur selon les modèles qu'on regarde. Donc, par exemple, à l'Institut Pasteur, ils ont probablement une valeur un peu plus haute de ce pourcentage. Donc, en fait, on peut le dériver de notre modèle en disant ce qui arrive dans le compartiment A à un temps donné, c'est une somme, donc A, je vous rappelle, c'est des individus qui sont infectés, qui ne connaissent pas leur statut. C'est une somme d'individus qui sont non testés, mais qui ont quand même des symptômes. Donc, eux, ils sont probablement mesurés par le réseau Sentinelle, puisqu'ils vont probablement voir un généraliste, plus des personnes qui sont asymptomatiques. Et à côté de ça, le réseau Sentinelle, il va nous donner ce ratio. Donc, le ratio de gens qui sont incidents et qui, donc, du coup, représentent des individus qui sont détectés avec une PCR comme infectieux sur tous les individus qui sont infectieux, qui soient non testés mais vus par des généralistes ou testés par PCR. Et donc, en fait, on voit bien que là, on a deux équations et si on les combine, on peut écrire le pourcentage d'asymptomatiques en fonction des paramètres du modèle et en fonction, donc c'est une proportion des individus qui sont latents et qui sont contagieux mais latents. Et donc, du coup, notre modèle, ce qui fait comme hypothèse, donc on voit là les R des sentinelles des différentes régions, il fait une hypothèse que la proportion d'individus asymptomatiques est entre 18,1% et puis avec en gros de 18%. Voilà. Et on voit que la proportion de détection d'individus qui sont Covid positifs est assez variable en fait finalement entre les régions, parce que ça peut aller de 0,01 au Pays de la Loire à 0,05 en Bourgogne-Franche-Comté. Et ça, j'y reviendrai par la suite. C'est vraiment une des grandes questions que j'ai encore sur la modélisation que l'on adopte. Mais donc ça, c'est une des hypothèses qu'on fait avec ce modèle et c'est vraiment une hypothèse qui est forte pour ensuite pouvoir interpréter l'ensemble des résultats, parce que si on avait fait une hypothèse différente, avec des proportions d'asymptomatiques différentes, on aurait eu des prédictions et tout aurait été différent. Donc, on a fait le fit. Ce fit, on l'a fait avec Monolix. Donc là, vous avez les données observées et puis finalement ce qu'on estime, donc les trajectoires estimées. Et donc, d'abord, on s'est quand même posé un tout petit peu la question de validation du modèle, donc notamment sur les données nationales qui, elles, sont publiées par Santé publique France. C'est ça notamment qui nous a permis de voir que les données sursaut, elles ne sont pas du tout comparables aux données de Santé publique France. Et donc, ici, on s'est demandé qu'est-ce qui se passait. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe si on fait la prédiction et qu'on se sert uniquement donc des données sans confinement. On voit que si on se sert uniquement des données sans confinement, on prédit que très, très rapidement, on aurait eu plus de 2 millions de nouveaux cas infectés en France journaliers au 1er mai, et puis un nombre impressionnant aussi, 60 000 personnes hospitalisées. Donc, finalement, on se convainc déjà du fait que le confinement a probablement été crucial pour mettre tout un tas d'autres mesures barrières en place, au moins dans les premiers mois de l'infection. Et ensuite, on voit que si on fait l'estimation avec les données jusqu'au trait rouge ici, donc jusqu'au 25 mars, en fait, ce qu'on estime pour le paramètre de transmission et l'effet du lockdown, ça donne encore des projections qui sont très, très grandes. Parce qu'en fait, le modèle d'apprentissage et comment on estime les paramètres, il faut qu'il y ait de la dynamique. Et donc, il faut qu'il y ait suffisamment de dynamique pour pouvoir vraiment apprendre de ces paramètres. Donc, en fait, apprendre que les données du début de l'épidémie, c'est vraiment pas suffisant pour faire des bonnes prédictions. Par contre, on voit ici en bleu qu'une fois qu'on met à jour notre modèle et qu'on fait, notamment, on s'est servi des données jusqu'au 6 avril, on voit que là, finalement, on est capable de prédire beaucoup mieux le nombre de cas incidents et donc d'avoir probablement une trajectoire du modèle qui est convaincante, en tout cas un modèle qui est probablement suffisamment valide pour pouvoir faire des prédictions. Donc, encore une fois, comme on a estimé les paramètres sur la base de données sursaut, on a vraiment un petit décalage entre les données de Santé publique France et sursaut, puisque ici, on n'a que les admissions via les urgences, alors que Santé publique France, ils servent de la base de données civiques qui, elle, a toutes les admissions et toutes les hospitalisations, quel que soit leur flux entrant. Donc, finalement, ce modèle, on se dit qu'il est quand même suffisamment bon pour pouvoir regarder les résultats.
Donc, on estime l'effet du confinement. Donc, la bonne nouvelle, c'est que l'effet du confinement, il est significatif. Donc, durant la première semaine, il va diviser par 1,3 le nombre de contacts. Et ensuite, pendant les semaines suivantes, il va diviser en moyenne par 3,6 le nombre de contacts. Donc, la transmission qui se transpose directement par le nombre de contacts de chaque individu moyen. On estime qu'entre le moment où on détecte en PCR et le moment où finalement les personnes sont hospitalisées, c'est assez rapide. Il n'y a que 1,13 jours. Et si on regarde les distributions du E0 qu'on estime, on voit que ça va entre quelque chose qui est très petit et 3000, avec des choses qui sont assez consistantes avec ce qu'on peut penser. Donc la région centre, la région Nouvelle-Aquitaine, qui ont plutôt une épidémie sous-jacente assez faible au temps de base. Et puis le Grand Est et l'île de France qui ont vraiment un nombre d'individus latents assez important au temps de base. Donc à partir de là, on peut estimer le paramètre qui intéresse tout le monde, qui est le nombre de reproductions de base, qui permet de savoir combien d'individus infectés un individu infecté infecte en moyenne. Donc, du coup, on peut voir cette fonction escalier du R0, puisqu'on voit que c'est directement une fonction du taux de transmission. Donc, on voit une fonction en escalier où R0 diminue progressivement la première semaine et ensuite, depuis le 25 mars, est probablement passé à quelque chose qui est, en tout cas pour la France, en dessous de 1. Notre intervalle de confiance pour la France, c'est 0,4, 1,2 et c'est assez consistant avec le chiffre d'Édouard Philippe qui était de 0,6 il y a 15 jours de ça lors de son allocution le dimanche, juste avant le lundi. Donc, on peut avoir ce type de résultat. Et en fait, on peut aussi faire des prédictions, donc avec le même disclaimer qu'avant. Donc, tout ça, c'est sujet à toutes les hypothèses du modèle. Donc, comment on fait les prédictions? En fait, on peut essayer de prédire l'effet du quarantaine. Et donc, en fait, de la même manière que ici, à partir de là, on fait des prédictions et je regarde comment on se compare aux données, on peut très bien faire de la prédiction en disant, à partir d'un moment, on met sous quarantaine, on relâche la quarantaine. Donc ça, c'est pour tout ce qui est timing pas de la quarantaine, mais du confinement. Et on peut aussi essayer d'avoir tout un gradient de scénario où on suppose que le confinement, il est un peu efficace, moyennement efficace, beaucoup efficace, et voir comment ça va faire changer les prédictions. Donc, du coup, ça nous permet de faire des prédictions sur plusieurs choses. Donc, la première chose qu'on peut être intéressé, comme dans le papier de Crépé de l'HESP, c'est d'essayer de prédire les capacités en réanimation. Donc, notamment, nous, on est obligé de faire une hypothèse, parce que dans notre modèle, vous voyez bien qu'on n'a pas un compartiment qui modélise en lui-même la réanimation, bien que c'est vers quoi on voudrait tendre. Donc, on fait l'hypothèse que 25% des individus qui sont hospitalisés vont en réanimation, qui est assez consistant avec les données de Santé publique France et les données de l'entrepôt de données du CHU. Et donc, si on se place dans un cas où l'effet est de diviser par 5 le taux de transmission, c'est probablement un peu optimiste, mais pas tant que ça. Là, j'ai refait l'estimation avec les données jusqu'au 26, j'étais à 4. Donc, on est probablement entre 3 et 4 pour l'effet du confinement. Et on voit que finalement, on retrouve bien que seules, en gros, les régions, si on garde le confinement ad vitam aeternam, seules les régions où on sait qu'il y a eu des problèmes, donc Île-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, vont finalement avoir un taux d'occupation de leur lit qui est dépassé par rapport aux capacités connues de leur réanimation. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on peut prédire. Ensuite, notre modèle, il est déterministe. Donc, en fait, le seul moyen d'éteindre, avec ce type de modèle, le seul moyen d'éteindre l'épidémie, c'est d'avoir le nombre d'infectés qui connaissent leur statut, le nombre de personnes contagieuses latentes et le nombre de personnes infectées connaissant leur statut qui est inférieur à 1. Donc, pour avoir ça, on peut calculer le temps optimal à partir duquel, avec nos paramètres tels qu'ils ont été estimés dans chaque région, ça peut être vrai. Donc, si on se place dans le cas K égale 5, qui encore une fois ne doit pas être si loin de la vérité, on voit que ça, probablement, il faudrait en grosso modo 150 jours de confinement au moins pour pouvoir, avec des intervalles de confiance qui peuvent varier de région à région, pour pouvoir espérer une efficacité du confinement. Alors, sachant que si on fait varier le gradient de scénario, donc si on est un peu plus pessimiste, il faudrait 407 jours, et si on est un peu plus optimiste, il faudrait encore 97 jours.
Donc, du coup, au final, on peut penser que finalement, le confinement, on voit bien qu'au bout de 2 mois, il va falloir le lâcher, probablement pour des raisons psychologiques et des choses comme ça. Donc, vraiment, il est nécessaire de trouver d'autres options. Et donc, une des options qui était envisagée, c'était de dire peut-être qu'il y a une immunité de groupe. Donc, l'immunité de groupe, c'est de dire si peut-être 60%, ou en l'occurrence, avec notre modèle, il aurait fallu 89% de la population qui est infectée déjà, qui a déjà eu la maladie, en fait, la maladie va s'éteindre d'elle-même parce que finalement, il n'y aura plus d'individus susceptibles dans la population. Et comme il n'y aura plus d'individus susceptibles dans la population, la maladie ne pourra plus se propager. Or, en fait, si on fait les projections, donc on regarde qu'est-ce qui se passe pour tous nos compartiments jusqu'au 11 mai, donc date de levée de confinement par le gouvernement, en fait, on se rend compte, ici, on voit le pourcentage d'individus qui seront infectés dans la population en fonction des différentes régions. Et donc, on se rend compte que même dans les régions infectées, on arrive probablement autour de 6%, 5-6% avec nos prédictions, mais on sera quand même bien loin du 89% qui aurait été nécessaire. Donc, tout ça, ça montre bien qu'il va falloir faire quelque chose, notamment parce qu'en fait, en levant le confinement au 11 mai, en fait, l'épidémie, c'est vraiment comme un iceberg, c'est-à-dire qu'il y a la partie qu'on voit, qui est le nombre d'infectés et ou le nombre d'hospitalisés. Donc ça, on est quand même capable de les compter, même si peut-être on ne les compte pas tous, et on voit une certaine proportion. Mais il y a toute la proportion qu'on ne compte pas, qui sont les individus qui ne sont pas testés, parce que pour le moment, on ne fait pas énormément de tests. Et puis, tous les individus qui sont éventuellement asymptomatiques aussi. Et donc, du coup, quand Édouard Philippe dit que le but, c'est que l'incidence journalière soit inférieure à 3000 pour pouvoir déconfiner au 11 mai, selon nos modèles, ça, c'est complètement réalisable. Donc, même dans le cas où on est dans un worst case scénario, c'est-à-dire que je pense que l'effet du confinement est supérieur à K égale 3, on n'aurait plus que 1000, grosso modo, incidences journalières de Covid-19 en France. Donc, on pourrait effectivement déconfiner. Mais finalement, le nombre de personnes qui resteraient, qui ne connaîtraient pas leur statut dans la population ou qui seraient contagieux et encore en phase latente, donc sans encore exprimer les symptômes ou sans encore être infectieux, ça serait quand même un nombre de personnes conséquent dans la population. Et donc ça, c'est si on est sur le pire des scénarios. Et ça, c'est si on est sur un scénario probablement un peu plus réaliste. Mais on voit que, quoi qu'il en soit, on est quand même très loin d'un zéro partout qui permettrait de dire, on peut déconfiner parce qu'on a plus d'épidémie. Donc, tout ça, ça vient renforcer tout ce qui est dit de toute façon, qui est le besoin de protéger les gestes barrières, de tester encore plus pour pouvoir faire du contact tracing, savoir qui c'est qui est infecté et puis isoler les personnes qui sont susceptibles d'être infectées. Puisque si on fait juste des simulations grossières sans changer les paramètres, donc en supposant qu'on lève le confinement et on laisse tout pareil, c'est-à-dire qu'on ne fait pas plus de testing, on suppose que le confinement n'est pas un mode de vie qui est conservé avec le télétravail par certains. On suppose qu'on repart tout pareil comme avant l'épidémie. Et on peut voir que finalement, on va avoir un rebond qui est assez rapide et qui va avoir lieu dès juillet, août, septembre. Et donc, ce qu'on peut espérer, c'est que si les mesures de testing, de protection, donc avec un confinement quand même de certaines classes de la population, ou en tout cas un confinement choisi, le fait de tracer et d'isoler les individus infectés, on peut espérer que le rebond soit n'ait pas lieu, soit un petit peu repoussé dans le temps, voire même amoindri. Voilà. Et au niveau des morts, je n'ai pas très envie de discuter des morts parce qu'en fait, notre modèle, comme je vous l'ai dit, il ne modélise pas exactement le compartiment décès. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est dire, on prend dans la littérature le fait que probablement le nombre de décès, ça représente 5% des individus, 0,5%, pardon, 0,5% des individus qui ont eu la maladie, donc qui sont sortis du modèle, donc les R. Et donc, en fait, si je prends ça, on se rend compte que par rapport aux chiffres de Santé publique France, on surestime. Alors, est-ce qu'on surestime ou est-ce que Santé publique France ne compte pas tous les morts? Ça, c'est compliqué à dire. Mais en tout cas, on est très loin des données qui sont données à l'heure actuelle par Santé publique France. Donc, je trouve ça un peu compliqué de vraiment extrapoler. Je trouve que les chiffres sont intéressants dans le pire scénario, meilleur scénario. On voit vraiment qu'il y a un gain. Mais je ne suis pas sûre que le modèle il soit assez raffiné encore pour vraiment répondre à ces problématiques. Voilà.
Donc du coup, pour une toute petite peu de discussion, ça ne va pas durer longtemps, comme ça après on aura quand même 20 bonnes minutes pour les questions, parce que je pense que si on peut avoir des inputs sur tout ça, ça nous aiderait bien et ça serait vraiment intéressant que vous ayez plein de remarques. Donc au niveau des discussions possibles, donc, je pense qu'une des vraies choses, c'est que sur nos estimations, on n'est clairement pas à l'ouest par rapport aux autres estimations qui ont été faites. Donc, notamment le RO et le RE, on est clairement dans les mêmes zones avec un intervalle de confiance qui, pour la plupart du temps, inclut complètement les différentes valeurs proposées par les autres auteurs, que ce soit avec des méthodes basées à Jean ou des modèles basés sur des modèles épidémiques. Au niveau du taux d'attaque, alors on trouve des résultats complètement comparables à ce qu'avait fait Ferguson pour la France, donc au niveau de 3%, nous, je ne sais plus exactement, mais c'est 3,6% il me semble, au niveau français. Par contre, on trouve quelque chose d'assez amoindri par rapport à ce que trouve l'Institut Pasteur, puisqu'ils sont plutôt à 5,7%. Bon, on est quand même dans les mêmes ranges, parce qu'on est loin de l'immunité de masse, mais ça, c'est probablement dû à ce que j'ai discuté au début sur le nombre d'asymptomatiques. Et donc, au final, je pense qu'un des vrais messages, c'est que notre papier, il propose une modélisation qui est différente, qui est plus fine au niveau des régions et qui est intéressante en ce sens, mais qui, grosso modo, arrive aux mêmes conclusions que les autres résultats de modélisation, et ce qui est à la fois réconfortant et montre que l'approche est probablement aussi valide. Voilà. Une chose que je voudrais discuter, parce que ça reste sur un grand point d'interrogation dans ma tête, c'est le choix de fixer R. Donc, je vous ai dit qu'en fait, nous, donc ici, d'abord, je vous montre cette carte. Donc, il y a deux cartes. Ici, donc j'ai essayé de faire une échelle de couleurs qui fait que les deux cartes sont comparables. C'est difficile de toujours faire les échelles de couleurs parce que ce n'est pas standardisé dans les mêmes ranges de données, mais j'ai essayé de faire que ça soit comparable. Et en tout cas, donc ça, c'est la carte des hospitalisations selon Santé publique France au jour d'aujourd'hui. Donc, plus c'est bleu foncé, plus il y a d'hospitalisation. Plus c'est clair, moins il y a d'hospitalisation. Et ici, c'est nos attack rates au 11 mai. Donc, du coup, pareil, plus il y a de personnes qui seront ou auront été en contact avec l'infection, plus c'est foncé. Et moins il y en a, plus c'est clair. En fait, on peut voir que quand même, il y a quelque chose qui est assez différent entre ces deux cartes. Et notamment, c'est pour Pays de la Loire, Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-Comté et PACA. Et en fait, ces trois régions, j'ai essayé de me dire pourquoi c'est si différent d'où vient cette inconsistance. En tout cas, moi, je m'attendais à retrouver à peu près la même carte, même si elles ne sont pas complètement différentes. Et d'où vient cette inconsistance? Et en fait, si on regarde ces trois régions, c'est celles pour lesquelles on a le R, donc le taux de détection par les tests PCR vis-à-vis du pourcentage global d'individus probablement affectés et ayant des symptômes dans la population, pour lesquels on a soit le plus petit nombre, donc ça c'est le cas pour Pays de la Loire, soit les deux plus grands, et ça c'est le cas pour PACA et Bourgogne-Franche-Comté. Et en fait, si on creuse un petit peu, on se rend compte que deux paramètres dans ce modèle-là ne sont pas identifiables. Donc le paramètre R, donc, qui est ce dont je viens de vous parler, donc ce pourcentage d'individus qui sont vraiment testés, et E0, qui est quelle était la taille de l'épidémie au temps de base. Et alors, c'est assez intuitif parce que finalement, si peu d'individus sont testés, et en fait, il faut mettre un E0 beaucoup plus grand pour arriver à expliquer une courbe épidémique qui démarre fort. On voit bien qu'il y a une espèce de lien entre ces deux. Et donc, quand je fixe le R aux données sentinelles, je suis capable d'estimer E0. Sauf que, en faisant ça et en fixant ce R à des valeurs arbitraires depuis Sentinelle, en fait, je vais me retrouver à vraiment conditionner la magnitude des taux d'attaque, par exemple, dans la population. Et donc, la question, c'est est-ce que cette carte correspond plus au vrai paysage français tel qu'il est à l'heure actuelle, parce que peut-être que, en fait, les hospitalisations, c'est que des choses observées, donc peut-être qu'il se passe aussi, il y a toute une épidémie un petit peu sous-jacente, et c'est ça qu'on veut prendre en compte dans l'attaque rate, en faisant de la modélisation mathématique. Ou alors, l'autre alternative, c'est de se dire, en fait, prendre des R qui sont mesurés par Sentinelle, c'est peut-être trop grossier, ou c'est peut-être même pas représentatif vraiment de ce qu'on veut inputer dans le modèle. Et donc, du coup, ce qui ferait que cette carte, elle est pas vraiment correcte pour au moins les régions qui sont très déviantes par rapport à un R moyen.
Enfin voilà, je ne sais pas trop si ça a été clair, mais si des gens ont des idées sur ça, c'est vraiment là où j'ai ma tête en ce moment et je ne sais pas exactement, je n'ai pas de réponse à ça. Voilà. Et donc pour la suite, donc on fait partie, donc le Health Data Hub a mis au point 3 task force pour répondre aux problématiques Covid en lien avec le gouvernement. Donc une première qui est sur tout ce qui est modélisation de l'épidémie, confinement, déconfinement. Donc dont, pour le coup je fais partie, ils travaillent une modélisation et ils en ont 2 autres, un sur la recherche clinique et un autre sur tout ce qui est maladies non Covid qui vont peut-être exploser après le confinement. Et donc, du coup, dans le cadre du Health Data Hub sur la task force modélisation de l'épidémie, on devrait recevoir plus de données, notamment des données beaucoup plus fiables, recorrigées, restandardisées sur les décès qui sont parfois pas bien reportés. Donc, on va pouvoir essayer de mettre en place cette modélisation un peu plus finement. Et puis ensuite, on est en train de travailler avec le CIR de Nouvelle-Aquitaine et puis aussi le CHU, donc l'entrepôt de données du CHU, pour essayer d'avoir des modèles beaucoup plus fins où finalement on observerait presque tous les compartiments avec le réseau Sentinelle, les appels du SAMU, le nombre de décès, le nombre de guéris, le nombre d'hospitalisés, le nombre en réanimation, et où en fait on modéliserait beaucoup plus à une échelle et une granularité beaucoup plus fine, donc qui est celle du CHU de Bordeaux pour commencer probablement, puis après peut-être des départements de Nouvelle-Aquitaine, et où du coup on pourrait un peu mieux comprendre le parcours de soins de chaque individu. Et ça, l'idée, c'est après de créer un espèce de dashboard où on peut prédire l'épidémie à quelques jours pour pouvoir un peu savoir où on va et monitorer l'épidémie au jour le jour pour, en cas de reprise, comme c'est redouté par beaucoup. Voilà. Et donc, tout ce qu'on a fait, on a un GitHub qui est pour le moment encore un peu enfoui, mais au moins tout est disponible en ligne avec les données et les codes si vous voulez vous servir. Et on est en train de travailler sur un code un peu plus propre pour pouvoir prendre en compte plein de modèles et tout ça. Et voilà. Et du coup, je vais discuter de tout ça. Ok, merci Mélanie. Donc, il y a eu pour l'instant une seule question dans le chat, mais vraiment, je vous invite à poser vos questions ou à lever la main pour prendre la parole et puis on va de toute manière activer les micros. Pour l'instant, il y a Cécilia qui a voulu, quand tu as parlé du nombre d'asymptomatiques, qui a dit dans la presse, on a entendu 4/5e, un rapport donc de 4 fois supérieur de cas asymptomatiques. Je ne sais pas si tu veux commenter là-dessus, Mélanie. Il y a donc j'ai ouvert le micro de Cécilia, enfin, je pense, si jamais tu veux parler. Donc, sur cette histoire d'asymptomatique, j'ai la sensation que ce n'est pas très très clair, notamment quand on regarde les rapports sur le Diamond Princess. Parce que donc, sur le Diamond Princess, au début, il y avait 51% d'asymptomatiques, il me semble. Et ensuite, donc, au moment où ils ont fait vraiment les tests, ensuite, c'est descendu autour de 36%. Et ensuite, ils ont continué à suivre ces gens-là sur le Diamond Princess. Et à la fin, ça descend à moins de 10%. Donc, au final, beaucoup de gens qui étaient testés positifs à la base finissent par déclarer des symptômes. Donc, pas forcément tout de suite, mais après être descendus du Diamond Princess. Donc, sur ce petit exemple en vase clos, je trouve que c'est déjà pas si clair si on est plutôt autour de 30% ou autour de 5%. Au Japon, il me semble que les estimations de l'OMS, on avait regardé ça avec Boris, c'est 0,6% de personnes asymptomatiques. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait un vrai consensus sur ça. Est-ce que je peux, du coup, tu m'entends là, Mélanie? Ouais, oui, on t'entend. Tout le monde t'entend. Ouais. Oui. Merci pour ce travail. C'est impressionnant ce que vous avez pu faire en si peu de temps. Donc, félicitations. Et on est fiers que ça soit fait au BPH. Bravo. Alors, on voit dans tout ce que tu as montré et puis ce que tu viens de dire là, la fragilité de toutes ces estimations et de tous ces chiffres qui sont basés sur très, très peu de data. Et donc, vous avez évidemment utilisé les datas qui vous paraissaient les plus fiables et les bases les plus à jour, etc., ce qui paraît clair. Mais quand même, est-ce que j'ai l'impression que votre modèle, dans le modèle, il y a plein de paramètres qui sont fixés. Notamment, vous avez fixé, par exemple, j'ai noté le alpha. Enfin, il y a toute cette boîte noire autour de ce compartiment des gens qui ne connaissent pas leur statut. Ouais. D'accord ? Et là-dedans, vous avez fixé le alpha, qui est le taux de transmission, qui est fixé à 0,55 pour ce compartiment-là.
Et ce alpha, il ne varie pas avec le temps. Il n'est pas impacté par le confinement ni quoi que ce soit. Donc ça, c'est des hypothèses qui sont très fortes. Et c'est vrai que tu le dis tout le temps, tout au long de ta présentation, il y a beaucoup d'hypothèses et on le comprend bien. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes posé la question de faire varier un peu ces hypothèses, faire varier ce alpha et puis plein d'autres paramètres que vous avez fixés, étant donné la fragilité de toutes ces estimations? Là, tu as très rapidement balayé en disant ça vient de la littérature, mais bon, j'imagine que ce alpha à 0,55, il n'est pas... Voilà, c'est basé sur une étude, quoi. Donc déjà, c'est basé sur une étude et puis en fait, tous les modèles ne prennent pas en compte ce alpha parce que tous les modèles qu'on voit passer qui font du SIR-like, ils n'ont pas nécessairement un compartiment non testé, enfin notre compartiment est. Donc en fait, je trouve que ce qui est intéressant de voir déjà, c'est si les modèles, bien qu'ils soient différents, ils arrivent aux mêmes conclusions. Ouais. Je pense que déjà, ça donne Enfin, s'il y a une inconsistance, il faut déjà regarder d'où peut venir l'inconsistance et ensuite essayer de voir quel est le modèle qui fait probablement l'hypothèse la moins irrationnelle. Donc, parce que tous les modèles qu'on voit passer, là, en ce moment, ils ont tous leurs hypothèses qui sont tout aussi fortes. C'est parfois un peu moins énoncé, mais c'est tout aussi fort. Et ensuite, par contre, je suis tout à fait d'accord, quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de faire encore, mais qu'il faudrait quand même qu'on fasse, c'est essayer de faire une analyse de sensibilité. Donc, c'est notamment quelque chose qui était fait dans l'article de Wang, où en fait, refaire la même simulation, grosso modo, et dire qu'est-ce qui se passe si en fait, mon alpha, il n'était pas égal à 0,55, il était égal à 1,5. Exactement. Et donc ça, il faudrait le faire, mais à ça, quand même, j'ai un petit bémol, c'est que dans ces problèmes-là, il y a souvent un petit problème d'identifiabilité. Et donc, en fait, donc là, j'estime que 3 paramètres, donc on a essayé, c'est pour ça qu'on est obligé de fixer on est obligé de fixer un nombre de paramètres, parce que en fait, si je mets alpha 1,55, eh ben, ce qui va se passer, c'est que je vais estimer un B qui est peut-être plus grand. Et ça va venir aussi, comme les données, elles ne sont quand même pas hyper exhaustives, hein, parce que j'ai que 12 régions fois une trentaine de points, fois 2 séries de données, hein, c'est pas non plus énorme. Et ben, en fait, je vais réussir à quand même trouver une valeur de B qui va permettre que, bon, on arrive quand même à ajuster pas trop mal les données. Donc, c'est vraiment ça le problème d'identifiabilité. Mais c'est peut-être pas très grave, c'est peut-être pas très grave de mal spécifier ton alpha, en fait. C'est juste de démontrer ça, ce serait pas mal. En fait, le problème, voilà, c'est ça, c'est que c'est probablement pas très grave au niveau de l'estimation. Par exemple, pour savoir si le confinement a eu un effet ou pas. Ça, par contre, je suis persuadée que ça n'a aucun impact. Par contre, pour tout ce qui est prédiction, et ce qui est quand même un des intérêts de ce modèle, comme l'attaque rate au 11 mai ou des choses comme ça, là, par contre, ça mériterait vraiment de faire une analyse de sensibilité. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à modéliser toute la partie immergée de l'iceberg. C'est bien ça. Toute la grosse partie immergée, c'est que des hypothèses. On la modélise, mais on ne l'observe pas. Du coup, il y a Hélène qui a une question aussi, qui a levé la main. Donc, je ne sais pas si tu peux lui donner la parole. Je fais tout de suite. Alors, il faut que je fasse toute la liste. Normalement, elle est plutôt vers le haut, HJG, parce qu'elle a levé la main. Ah, HJG. Ah oui, très bien. Ouais. Unmute. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour Hélène, on t'entend. Donc, merci beaucoup. C'est effectivement passionnant. C'est vraiment un super boulot. J'avais les mêmes questions sur le alpha, dont je me posais la question de l'impact. Et surtout, il me semble, je suis étonnée en fait que vous considériez que le taux de transmission des non incertaines est plus faible. Parce que pour vous, un individu identifié, c'est un individu qui a eu la PCR. Oui, enfin, en tout cas, c'est l'hypothèse qu'on fait, oui. C'est un individu qui est compté par Santé publique France comme un cas incident. Donc a priori, si j'ai bien compris, les données qui nous donne Santé publique France, c'est uniquement des données sur des individus qui ont eu les PCR. Et donc, j'ai l'impression que c'est très majoritairement des cas graves, hospitalisés, plus sans doute des personnels hospitaliers, mais que ça dépend probablement beaucoup de la politique de tests. Et cette politique, est-ce qu'elle ne varie pas en fonction du temps? Vous avez considéré qu'elle pouvait varier entre les régions, ça c'est tout à fait possible, mais peut-être aussi en fonction du temps, avec maintenant peut-être un peu plus de tests. Et du coup, si on imagine que la politique de test, les stratégies de testing changent, eh ben, ça va impacter le alpha aussi, non?
Typiquement, si on teste ceux qu'on hospitalise, ben, peut-être qu'en fait, à partir du moment où ils sont hospitalisés, ils infectent moins. Ben, en fait, je pense que tu as raison sur les deux choses. Donc, la première, c'est que le DQ qu'on estime là, il est autour de 1, j'ai donné le chiffre 1,2 ou 1,4 peut-être. Et donc, du coup, c'est très peu en jours. Et si on regarde, par exemple, le travail qui a été fait à Wuhan, c'était plutôt de l'ordre de 10 jours. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le passage d'un individu pour lequel il y a eu un test positif vers l'hospitalisation est très rapide. Donc, en fait, comme ces deux sorties-là, DQ et DI, elles sont compétitives, bah, ça veut dire que beaucoup vont en fait se déverser vers l'hospitalisation parce que DQ est plus petit que DI. Donc, du coup, ça représente bien le fait que je pense effectivement en France, on teste beaucoup de gens et ces gens, ils sont pour la plupart hospitalisés par la suite, pas pour la plupart, mais en majorité ou beaucoup en tout cas, hospitalisés par la suite. Et en fait, donc ce qu'on s'est servi là pour le réseau Sentinelle, on s'est servi de ce qui se passe à S12 et on a une valeur qui est fixée dans le temps, donc tu as raison sur ça. Et en fait, au début, ce qu'on voulait faire, c'est comme le réseau Sentinelle, une fois par semaine, il met à jour son R. On voulait vraiment le calculer pour différentes plages de données. Enfin, pour dire à S12, pendant la période du 17, un peu avant le 17 mars, donc du 10 mars au 17 mars, on a une première valeur. Et ensuite, du 17 mars au 25 mars, il y a une deuxième valeur, etc. etc. Pour justement prendre en compte cette évolution du testing en France. Et en fait, on aimerait bien le faire, mais pour le moment, les données qu'on a, elles ne le permettent pas. Parce que, donc, à l'heure actuelle, on n'a eu accès qu'à des données publiques. Donc, on a demandé, on est sur le chemin d'avoir accès à plus de données. Mais pour le moment, les données publiques de Santé publique France sur le nombre de cas incidents, elles ne sont données au niveau régional que jusqu'au 25 mars. Et le réseau de Sentinelle n'a été activé qu'à partir du 12 mars. Le 16 mars, pardon. Donc, en fait, on n'a qu'une seule plage de données, enfin, on n'a qu'une seule semaine sur laquelle on est capable d'avoir à la fois la donnée du réseau Sentinelle et à la fois le nombre de cas qui ont été testés région par région. Mais si on arrive à avoir plus de données, et elles ont l'air d'exister parce que c'est des discussions qui sont en cours avec le Health Data Hub, on pourra faire ce que tu décris et du coup, ça serait hyper intéressant de voir les résultats. Et une autre possibilité, sinon, c'est de fixer, parce que ça rejoint la discussion que tu as eue à la fin, Mélanie, sur ce R, c'est de ne plus le considérer région spécifique, parce qu'on voit bien que c'est quand même lié à des disparités sur les régions extrêmes, et de le fixer à l'échelle nationale, et auquel cas, là, on a les chiffres publiquement, nationalement, et donc on pourra avoir ce R qui évolue au cours du temps, si on le considère national et non plus régional. Et un petit point relié, si je peux encore me permettre, Ouais, sur le réseau Sentinelle, j'ai regardé comment ils faisaient. Ils ont le nombre de visites pour infection respiratoire aiguë. Ils font quelques tests, mais en fait, un nombre extrêmement faible de tests par semaine. Et ils voient le pourcentage de testés positifs dans les quelques tests qu'ils ont faits et ils en déduisent le nombre de cas de Covid réel. Vous utilisez ce nombre qui est basé sur le pourcentage de tests positifs ou le nombre d'infections respiratoires aiguës. Parce qu'autant je pense qu'ils sont bons sur le nombre d'infections respiratoires aiguës, autant le pourcentage de vrai Covid, le nombre de tests étant tellement faible, ils ne sont peut-être pas bons. Non, on utilise le nombre d'infections respiratoires aiguës et en fait, le R dont je parle là, on se le calcule nous-mêmes. Ça, on prend le nombre d'infections respiratoires aiguës et ça, on prend ce qui vient de Santé publique France. D'accord. Donc, on se recalcule ce que j'appelle le ratio et on prend vraiment ce qui est vraiment mesuré par les généralistes, donc le nombre d'infections respiratoires aiguës compatibles au Covid-19 dans chaque région avec l'intervalle de confiance qui va avec. D'accord. Donc ensuite, on a Luis Iglesias qui a levé la main pour poser une question, mais je ne sais pas ce qu'il veut poser comme question. Donc, tu peux faire une recherche en haut, normalement, des participants, Mélanie, yes. Pour filtrer, si tu veux lui donner la parole. Yes. Oui. Yes. Alors, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Ok, super. Merci pour la présentation. Je voulais juste dire, peut-être pour le R, j'ai lu récemment un article, c'était du SIR, donc un modèle un peu plus simple, où ils estimaient le R, mais en fait, ils linéarisaient les équations différentielles dans les early dynamics.
Et donc, ça donnait des feeds plus simples à faire peut-être, qui pourraient vous aider peut-être à vérifier si, notamment dans les cas un peu extrêmes, les valeurs calculées. L'article, ça s'appelle A Simple SIR Model with Large Set of Asymptomatic Infectives par G. Gaeta. Bon, Je veux bien que tu me fasses passer l'article parce que, enfin, j'ai ouais. pas l'impression d'avoir lu, même si peut-être, mais je crois pas. C'est un preprint, donc c'est assez récent. C'est peut-être pas tout bien, mais il y a des choses qui peuvent être intéressantes peut-être pour cette étude. Après, il me semble, pour en avoir parlé avec Quentin hier, que les R, le reproductive number, de toute façon, si tu veux avoir une solution analytique, donc soit tu as des modèles SIR qui sont très simples et tu es capable de le faire un peu avec une règle du pouce, soit sinon c'est toujours calculé par linéarisation. Oui, désolé, je voulais parler du petit R, le ratio asymptomatique. Bah, j'ai pas vu, mais ça m'intéresse vachement du coup, parce que j'ai pas dû voir cet article. Oui, je l'enverrai dans la conversation. Ouais, ça marche. C'est tout. Ou par mail si tu veux. Ok, merci beaucoup. Ensuite, on a une question de Bernard sur le calcul des asymptomatiques. Et là, j'avoue que je n'ai pas compris puisqu'il demande est-ce que c'est des vrais asymptomatiques ou des posi-asymptomatiques et je ne connais pas ce mot. Ouais, Bernard, je pense que j'ai mis le micro à… Ouais, normalement, c'est bon, on peut l'entendre. Bonjour, on t'entend. Posi-asymptomatique, c'est que les symptômes sont très très faibles. Bah, en fait, pour moi, là, le nombre que je mets sous le nom asymptomatique, c'est en fait le pourcentage de gens qui sont infectés mais qui ne sont pas allés voir un généraliste. Tu vois, en fait, là, le nombre de gens qui partent dans mon compartiment A, donc qui est celui qui n'est pas mesuré par les données actuelles, c'est la somme entre ceux qui sont détectés par les généralistes, donc qui sont pas testés, mais que par contre, ils sont allés voir, ils sont rentrés dans le parcours de soins de manière à rencontrer un généraliste via Sentinelle, plus les autres. Donc, en fait, ça met les deux, quoi. Ça, c'est ceux qui ont été malades. Ça peut mais peut-être même des symptomatiques, très symptomatiques, qui, en fait, ne sont pas allés voir un médecin parce qu'ils aiment bien la grippe, quoi. Enfin, ou qui étaient trop malades même pour pouvoir se déplacer, mais qui ont peut-être survécu. Enfin, c'est assez compliqué de dire ce que c'est. Peut-être que asymptomatique, c'est même peut-être pas le bon terme. Le bon terme, ça serait personne non testée, n'ayant pas eu recours à un généraliste pour quelconque soin. Parce que c'est quand même 17%, c'est quand même relativement faible. Moi, je me rappelle du chiffre dans le préprint du papier de Lee qui est sorti dans Science, c'était 40%. Ben, c'est la discussion. Et en fait, c'est beaucoup de ces premières estimations sur les asymptomatiques, je me permets de réagir, elles sont basées sur l'étude du Diamond Princess, qui est à la fois très intéressante parce que c'est une vraie… Enfin voilà, on a vraiment une population là qui est observée de manière exhaustive et en même temps qui a eu tous les problèmes de follow-up que Mélanie a mentionné, avec du coup cette variation. Et nous, on a quand même vu d'autres préprints où à nouveau ce taux est estimé plus bas. J'ai plus la référence, mais au moment où on était en train de travailler sur cette estimation, on a vu un autre préprint sur d'autres données qui obtenait une valeur de 17%, pas très différent. Je vais essayer de la retrouver là. Parce que dans le papier de Lee, eux, ce qu'ils montrent, c'est que s'ils ne prennent pas en compte 40% d'asymptomatiques, ils n'arrivent pas à décrire ce qui se passe à Shanghai, à Wuhan. Et ça, ils l'ont dit, c'était avant que je parte aux États-Unis, donc ils l'ont dit en fin février. On l'a mis dans un rapport du Haut Conseil à la santé publique. Mais je pense que ce pourcentage-là, il est très, très dépendant d'hypothèses qui sont faites aussi dans leur modèle. Oui, alors après, il faudrait que je le re-regarde cet article-là. Mais nous, par exemple, clairement, quand je dis c'est 17%, ça vient du fait que je prends le petit R tel que je l'ai défini et que je l'ai décrit et que je l'ai pris par le réseau Sentinelle. Si j'avais défini les choses un peu différemment, je n'aurais peut-être pas eu ce pourcentage-là. Et je pense que leur 41%, si c'est de la modélisation, si c'est juste de l'observation du Diamond Princess, je pense c'est la modélisation. Et si ils font de la modélisation, ils font de l'identification avec des filtres Kalman d'ensemble. Ok, et je veux bien le papier par contre, il m'intéresse. C'est dans Science, c'est en libre accès dans Science. Et le premier auteur, c'est Lee. Le dernier auteur, c'est Sharman.
Ouais, c'est pas grave. Parce que, on a justement, il y a l'article de Lee dans lequel il donne le alpha. C'est Lee, et je me demande si c'est pas dans ce même article alors peut-être, parce que ça c'est de la modélisation. Et c'est de là qu'on a sorti le 0,55. Je veux dire que Je vais regarder. tant qu'on n'aura pas accès à la séroprévalence, ben on ne saura pas Non. ce qui se passe. Non, et on ne sera pas, et je ne suis pas sûre que quelqu'un sache. Enfin, je suis persuadée qu'ils ont fait un très bon travail, nous aussi on a essayé et tout, mais je ne sais pas conclure, je ne sais pas dire si c'est eux qui ont raison, ou si c'est nous qui avons raison, ou si c'est encore autre chose, quoi. Et je pense que le problème avec vraiment ce pourcentage-là, c'est que tant qu'on ne l'observe pas, bah, toutes les estimations, elles sont quand même sujettes à hypothèse. Et donc, il y a une dernière question de Martha, et puis ensuite on terminera. Donc, Martha qui a dit qu'elle n'avait pas bien compris la différence entre les données de Santé publique France et les données de sursaut. Donc, je ne sais pas si tu veux réexpliquer, Mélanie. Yes. Ah, j'ai Rodolphe qui appelle. Je crois que c'est parce qu'il veut dire quelque chose. Non, je ne pense pas. Ok. Donc, Martha, je t'ai unmuté si tu as besoin. Donc, juste, alors voilà, le problème des données, c'est que ça m'a beaucoup surprise d'ailleurs, c'est que en fait, tout le monde ne travaille pas sur les mêmes données. Et toutes les données, elles ne sont pas publiques. Et toutes les données, ça m'a un peu énervé aussi, toutes les données, elles n'ont pas été rendues publiques. C'est-à-dire que même là, ça fait 3 semaines, on a déjà envoyé le préprint à plein de gens, donc il est sur MedArchive si vous le cherchez. Et en fait, on pourrait se dire, bah, on aurait dû avoir par exemple les mêmes données que sur lesquelles travaille Pasteur. Donc la base de données civique, qui est une donnée à la base à l'échelle individuelle sur laquelle ils ont fait un boulot de fou de data management, et qui est d'ailleurs ces données-là qui sont remontées à Santé publique France. Mais en fait, ces données, au niveau régional, restandarisées telles qu'ils les utilisent, elles ne sont pas publiques, et à l'heure actuelle, on n'a pas accès à ça. Par contre, il y a une base de données qui est la base Sursaut au secours, pour lesquelles il y a les données. Et donc, en fait, c'est juste la différence entre les bases de données. C'est que dans Sursaut, on ne prend que les admissions qui ont eu lieu via les urgences. Alors que dans la base civique, qui est l'autre base de données qui est probablement en vert sur ce graphique, on prend toutes les admissions, y compris celles qui ne sont pas forcément passées par les urgences. La personne a été hospitalisée directement. Et donc, en fait, on voit qu'il y a une différence significative entre les deux. Et donc, du coup, c'est pour ça que… L'une serait complétée par l'autre. Ouais, je pense que dans Santé publique France, il doit y avoir l'autre. Je pense que Sursaut est dans Santé publique France. Oui, enfin, oui. Donc Santé publique France a accès aux deux, et normalement, les données de Sursaut sont comptabilisées dans la base de données civique, parce que civique compte toutes les données hospitalières. Après, quand tu lis le rapport de Cauchemez et Salge et Cauchemez, en fait, ils disent bien que dans les premiers jours où civique a été mobilisé sur le Covid-19, en fait, ils notent qu'il y a eu une montée en puissance du dispositif, et qu'ils ont dû rééquilibrer donc les données pour avoir un rapport entre sursaut et civique qui soit constant. Et donc, j'en déduis que ce n'était pas le cas au début, mais eux, ils ont dit que civique a été activé dès le 12 mars. Donc, ils ont les données depuis le 12 mars, alors que Santé publique France n'a publié, enfin, elle met en ligne ces données qu'à partir du 19 mars. J'imagine que c'est parce qu'ils considèrent qu'effectivement, avant, le dispositif n'était peut-être pas suffisamment fiable, mais en l'état actuel, du coup, nous, on n'a pas accès à ça. Je vais du coup conclure le séminaire.